Je vais vous laisser gentiment vous connecter et me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Et puis ensuite, on va pouvoir passer au sujet du soir. Un sujet qui n'est pas forcément très d'actualité pour les personnes qui souhaitent partir en Australie, mais si vous voulez partir dans quelques mois ou peut-être même dans quelques années, ces informations pourront vous être utiles dans votre recherche d'emploi. Alors, le temps que vous vous connectiez, je vais vous présenter en deux mots pvtis.net. Moi, donc, je m'appelle Julie, je suis cofondatrice de pvtis.net. J'ai fait un PVT au Canada et un PVT en Australie. PVT, c'est un site d'information qui est totalement gratuit, qui existe depuis 15 ans et demi et qui a pour vocation de renseigner tous les francophones qui veulent partir en PVT, donc avec le programme vacances-travail, que ce soit en Australie ou pas d'ailleurs. Ça peut être au Japon, au Canada, en Amérique latine ou encore en Nouvelle-Zélande, je crois que je ne l'ai pas dit. On propose différentes choses sur le site, notamment des dossiers thématiques. Vous allez voir, je vais pas mal y faire référence ce soir parce que dans nos dossiers, on va vraiment en profondeur dans les différents sujets. Donc, je vais vous parler de beaucoup de choses et pour avoir plus d'informations, je vous renverrai directement vers nos dossiers thématiques. On a également des guides des PVTistes, que ce soit au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Japon et en Corée du Sud. Le guide des PVTistes en Australie est en cours de mise à jour, donc éventuellement ne le téléchargez pas pour le moment. On vous annoncera quand il sera mis à jour sur notre page Facebook sur laquelle vous êtes actuellement, pvtis.net Australie. D'ailleurs, on a une page Facebook pvtis.net pour tous les pays du PVT, pour toute l'actualité du PVT. Par exemple, là, quand le PVT Pérou est entré en vigueur pour les Français, c'est là qu'on l'a annoncé. Et on a une page par pays, donc pvtis.net Australie, pour avoir des informations uniquement sur la destination qui vous intéresse. On est également présent sur Instagram, sur le compte pvtis avec un S à la fin. Dessus, on propose des points Covid une fois par semaine. Ils sont tout petits, hein, ils font 5 à 7 minutes maximum. L'idée, c'est de vous donner les informations des 7 derniers jours concernant le Covid-19. Et demain à 18h, ouais, c'est 18h. Sur notre compte Instagram, on fera une session de live questions-réponses avec ma collègue Marie sur le PVT en général. C'est-à-dire que ce soir, on va parler de l'emploi, mais si vous avez des questions sur la demande de visa, sur le logement ou sur d'autres choses qui concernent l'Australie, n'hésitez pas à nous rejoindre demain à 18h sur Instagram. On vous propose également une newsletter sur pvtis.net qu'on va vous mettre en lien. Cette newsletter Australie, elle a pour objectif de vous permettre de recevoir un email à chaque fois qu'il va y avoir une information importante prochainement, généralement liée au Covid, réouverture des frontières, la reprise du traitement des demandes de visa ou autres bonnes nouvelles. Voilà. Également, si vous avez des questions sur tout ce qui est Covid actuellement, sachez que le 26 janvier, on a fait un point Covid-19 qui a duré un peu plus d'une heure pour tous les pays du PVT. On va vous mettre en lien le replay si vous voulez suivre les différentes informations. On a découpé, vous verrez, il y a les timecodes pour retrouver les demandes de visa, les frontières, les aménagements de visa, etc. Donc si vous avez des questions sur le Covid, ce sera plutôt dans ce live-là. On terminera par des questions-réponses. N'hésitez pas pendant tout le temps où je parle à poser des questions et à la fin, j'essaierai au mieux que je peux de répondre aux questions que vous m'aurez posées. Voilà, sachez que si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, le replay de ce live va rester disponible sur notre page Facebook pvtis.net Australie, mais sera également disponible dès demain sur notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver les replays de tous nos lives des derniers mois. On en a fait beaucoup, il y en a beaucoup qui pourraient vous intéresser, donc n'hésitez pas à passer également sur notre chaîne YouTube. Voilà, pour terminer, si vous connaissez des gens qui veulent partir en Australie dans un futur plus ou moins proche, de toute façon on ne sait pas trop quand on pourra repartir, n'hésitez pas à les taguer sous cette vidéo parce que je vais quand même donner beaucoup d'informations qui peuvent être utiles à toutes les personnes qui vont un jour chercher un travail en Australie. Voilà. Alors, je pense que maintenant vous êtes peut-être un petit peu plus que tout à l'heure, parfait. Je vais commencer par tout ce qui est réglementation dans le cadre du PVT. Pour l'Australie, il y a quelques petites choses à savoir quand même dans le bon sens et dans le moins bon sens. On va commencer par le négatif, c'est que le PVT Australie, en fait dans le cadre du PVT Australie, vous n'avez le droit de travailler que pendant 6 mois maximum pour le même employeur. Ça c'est quelque chose qui est en commun avec le PVT Hong Kong. C'est souvent pas le cas dans les pays du PVT, mais en Australie c'est le cas. Sauf que depuis plusieurs années, il y a eu beaucoup d'exceptions et au fur et à mesure des exceptions, il y a quand même beaucoup de solutions pour travailler plus de 6 mois pour un même employeur pendant son visa vacances-travail en Australie. Alors notamment, j'ai pas tout cité,
Si vous travaillez dans le domaine agricole, donc tout ce qui est cueillette de fruits et légumes, entre autres choses, depuis fin 2018, c'est partout en Australie, vous avez le droit de travailler pendant plus de 6 mois pour le même employeur. Il n'y a aucune limite là-dedans, même si en général, les gens ne passent pas une année entière à travailler dans le domaine agricole parce que c'est quand même assez fatigant. Dans le nord du pays également, vous avez le droit de travailler plus de 6 mois pour un même employeur, dans l'agriculture, dans la foresterie et la pêche, dans le tourisme et l'hôtellerie, dans les mines, dans le soin aux personnes âgées et handicapées, et enfin dans la construction. On va vous mettre un lien de notre article qui référence les exceptions qui permettent de travailler plus de 6 mois pour le même employeur, et dedans vous aurez exactement la zone australienne qui est considérée comme le nord du pays. Voilà, donc si vous êtes dans un de ces domaines-là, ça peut être une bonne solution pour vous d'aller dans le nord. Si vous voulez être jeune fille ou pourquoi pas jeune homme au pair, c'est-à-dire vous occuper d'enfants en vivant dans une famille, là aussi vous avez la possibilité de passer un an entier dans une même famille. Là aussi c'est précisé dans l'article qu'on va vous donner en lien. Si vous avez, alors peut-être que ça ne concernera plus les personnes qui vont partir plus tard en Australie, mais si vous êtes actuellement en Australie, sachez que l'année dernière, l'Australie a permis aux personnes qui travaillent dans la reconstruction du pays suite aux incendies de travailler plus de 6 mois pour le même employeur. Et dernier point, si vous travaillez dans une entreprise qui a beaucoup de structures, beaucoup comment on appelle ça, d'établissements, par exemple un McDo, un Starbucks, pour ne citer que, si vous changez d'établissement, donc d'adresse, et bien à chaque fois vous pouvez repartir pour 6 mois supplémentaires. Voilà. Ensuite, sachez qu'il y a une petite technique pour ceux qui veulent travailler dans un domaine ou dans une région qui ne permet pas de travailler plus de 6 mois pour un même employeur. Si vous voulez faire 2 ans en Australie, je vais y revenir juste après. En Australie, vous avez le droit de faire un deuxième, voire un troisième visa vacances-travail. Donc ça veut dire que si vous commencez votre PVT en Australie, le premier, que vous faites les 6 derniers mois chez un employeur, que vous demandez un deuxième visa vacances-travail et que vous faites les 6 premiers mois chez ce même employeur, vous aurez réussi à faire un an complet à cheval sur vos 2 PVT. Voilà, c'est une petite astuce qui peut vous permettre, si vous êtes dans un domaine pas favorable, de contourner un petit peu cette règle en toute légalité. Sachez qu'entre 2 visas vacances-travail, le temps que vous obteniez le deuxième visa vacances-travail, vous obtenez automatiquement un bridging visa, c'est-à-dire un visa qui fait le pont entre vos 2 visas. Et pendant ce bridging visa, vous avez tout à fait le droit de travailler, il n'y a aucun souci. Par contre, le calcul de la date de fin de votre deuxième visa vacances-travail, si vous enchaînez les deux, le premier et le deuxième, c'est jour d'arrivée en premier visa vacances-travail plus 24 mois. C'est-à-dire que même si vous avez un bridging visa parce que c'est très long, par exemple, imaginons ça prend du temps pour obtenir votre deuxième visa vacances-travail, imaginons que vous êtes pendant 2 mois en bridging visa, c'est pas 2 mois gagnés vraiment. C'est 2 mois qui vous sont donnés pour que vous puissiez travailler, mais vous n'avez pas 24 mois de PVT plus les 2 mois de bridging visa. C'est une petite précision que je tenais à faire. Voilà. On nous demande souvent si on n'enchaîne pas les 2 visas vacances-travail ou même avec le troisième, est-ce qu'on a un délai à respecter pour retourner en Australie, faire son deuxième visa vacances-travail? Non. Tant que vous avez l'âge limite, vous pouvez retourner en Australie, faire votre deuxième visa vacances-travail si vous avez bien toutes les preuves que pendant le premier, vous avez travaillé suffisamment de temps dans les régions et dans les domaines qui permettent d'y être éligible. D'ailleurs, voilà, petite précision pour ceux qui découvrent cette information. L'Australie, c'est le seul pays du PVT qui vous autorise à l'obtenir une deuxième fois et depuis 2019, une troisième fois. Pour ça, il faut que pendant le premier visa vacances-travail, vous travaillez au moins 88 jours, donc environ 3 mois, dans des domaines et des régions spécifiques. Si vous faites ça, vous avez le droit à un deuxième visa vacances-travail en Australie. Et si pendant le deuxième que vous devez avoir effectué à partir de... que je vous dise pas de bêtises, à partir de juillet 2019, si vous faites 179 jours de travail dans ces mêmes régions et ces mêmes domaines spécifiques, donc ça fait environ 6 mois de travail, vous pourrez être éligible à un troisième visa vacances-travail, là aussi consécutif ou non. Voilà. On va vous mettre un autre lien qui vous montre en fait quelles sont les régions qui permettent d'être éligible à un deuxième ou un troisième visa vacances-travail avec des cartes. Comme ça, c'est assez parlant. Grosso modo, il faut travailler en dehors de Sydney, Melbourne, Perth et Brisbane et leurs alentours. Voilà, il y a des codes postaux bien précis. Si vous travaillez en dehors de ces zones-là, pardon, effectivement, vous pourrez être éligible au deuxième ou troisième visa vacances-travail. Si vous travaillez dans la construction, l'industrie minière,
la culture des plantes, l'élevage, la pêche, la culture des perles et la sylviculture. À partir de 2020, il y a eu la possibilité, si on contribue à la reconstruction du pays suite aux incendies ou à l'aide aux personnes touchées par les incendies, de cumuler des jours aussi qui permettent d'obtenir un deuxième ou un troisième visa vacances-travail. Et là, pendant la pandémie de Covid-19, il y a eu un nouvel aménagement de visa. Ceux qui travaillent dans les domaines critiques de la santé pendant la période Covid-19 en Australie. Donc la règle, c'est de fournir ou d'avoir fourni des soins à des patients Covid-19 dans un hôpital, participer à la recherche sur les traitements contre le Covid-19 ou être en charge d'un nettoyage d'un centre de test Covid-19. Dans ce cas-là, vos jours sont là aussi comptabilisés pour un deuxième ou un troisième visa vacances-travail. Dernier point concernant les aménagements de visa, si vous êtes en Australie et que vous avez obtenu un visa 408, si pendant ce visa, vous travaillez là aussi dans les domaines critiques de la santé que je viens juste de citer, vos jours de travail sont comptabilisés pour votre deuxième ou votre troisième visa vacances-travail, ce qui n'a jamais été le cas auparavant. C'est vraiment un aménagement dû à la pandémie. Voilà. Pour ce qui est des preuves, donc gardez bien des fiches de paye, un contrat qui indique vos dates de travail. Pour ceux qui ont fait un PVT comme moi il y a pas mal de temps, en Australie, vous avez peut-être fait remplir un formulaire par vos différents employeurs avec leur numéro ABN, l'équivalent du SIRET en France, vos périodes de travail, etc., etc. Ce formulaire peut encore être accepté même s'il n'existe plus. Et éventuellement, vous pouvez avoir également comme preuve un relevé de compte qui montre des virements d'argent de l'entreprise pour laquelle vous indiquez avoir travaillé. Il faut juste avoir des preuves en fait, c'est assez important. Depuis 2015, le travail volontaire, donc tout ce qui est woofing, workaway, help exchange, ce n'est pas comptabilisé pour un deuxième ou un troisième visa vacances-travail. Il faut impérativement que ce soit du travail rémunéré. Voilà. Maintenant, on passe aux démarches administratives. Alors, quand vous allez arriver en Australie, et pas avant, vous n'avez pas la possibilité de le faire en amont, c'est une fois que vous avez validé votre visa vacances-travail, vous allez devoir demander un Tax File Number, ce qu'on appelle un TFN. Là aussi, on va vous mettre un petit lien pour vous expliquer ce que c'est que le TFN et également pour vous expliquer comment en faire la demande. Ça n'a rien du tout de compliqué, c'est simplement obligatoire de le demander si on veut travailler en Australie et donc toucher de l'argent. C'est une demande qui se fait sur internet quand on arrive sur place, c'est gratuit et puis notre tutoriel explique tout, il n'y a vraiment pas de difficulté majeure. Sachez qu'en Australie, l'impôt est prélevé à la source et que depuis 2 ans, je crois environ, les PVTistes sont taxés à 15% de leurs revenus pour les revenus qui vont de 0 à 45 000 $ australiens gagnés par année fiscale, c'est-à-dire du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Pour être bien taxé au bon pourcentage, c'est-à-dire 15%, il faut que vous travailliez pour un employeur qui est enregistré comme un employeur de PVTiste, un employeur de Working Holiday Makers. Si ce n'est pas le cas, s'il n'est pas répertorié comme tel, vous allez être taxé à 32,5%, donc ça c'est pas intéressant pour vous, mais sachez que lui sera totalement dans l'illégalité, il doit impérativement s'inscrire comme employeur de PVTiste. Honnêtement, je ne crois pas que ce soit une démarche très compliquée, mais surtout s'il a l'intention d'embaucher plein de PVTistes au cours des prochains mois ou années, c'est important qu'il soit bien inscrit comme tel, et comme ça vous serez bien taxé à 15%, c'est quand même plus confortable que 32,5%. Voilà. Là aussi, on va vous mettre un lien vers un article qui vous parle du Tax File Number rapidement, des impôts, du calcul de l'imposition en Australie, mais également de la superannuation. La superannuation, en fait, c'est comme un c'est comme une cotisation à un fonds de retraite, disons. Et en gros, vous allez cumuler 9,5% de vos revenus bruts sur un fonds de pension à chaque fois que vous allez gagner au moins 450 $ australiens par mois chez un même employeur. Je ne sais pas si c'était clair. Si vous travaillez pour plein d'employeurs et que vous touchez 100 $ par-ci, par-là, vous n'allez pas cotiser. Mais dès que chaque mois, vous gagnez 450 $ au minimum avec un même employeur, automatiquement, c'est pris de votre paye. Il y a 9% qui est mis sur un fonds de retraite, fonds de pension, pardon, qu'on appelle superannuation ou plus familièrement super. Ça, on l'entend assez souvent chez les PVTistes. Et donc, sachez qu'à la fin de l'année fiscale ou à la fin de votre PVT, vous pourrez en récupérer 35%. Il y a quelques années, on récupérait 65%, mais ça a changé. Maintenant, c'est 65%. Là aussi, on va vous mettre un petit lien vers un tutoriel qu'on a fait il y a quelques années. Donc, j'espère qu'il est encore tout à fait à jour, mais c'est un tutoriel qui vous explique comment réclamer votre superannuation.
En tout cas les 35%. Donc même s'il est peut-être pas parfaitement à jour, je pense que ça vous guidera quand même pas mal dans votre démarche. Voilà. Et d'ailleurs, si vous vous en servez et que vous voyez quelques petits changements, vous n'hésitez pas à laisser un commentaire sous le tutoriel, comme ça nous on pourra faire la modification. En termes de salaire, il y a un salaire minimum en Australie qui est de 19,84 dollars de l'heure. Mais en réalité, le salaire minimum en Australie, il n'est pas unique, il y en a plein qui vont dépendre de votre secteur d'activité, de votre âge. Les employés qui ont moins de 21 ans vont gagner moins que leurs collègues qui ont plus de 21 ans alors qu'ils sont au même poste. C'est un truc, c'est comme ça en Australie. C'est important de le savoir. Si on a 18 ou 19 ans, souvent on ne gagne pas super bien sa vie. En tout cas, moins bien que ses collègues. Également, le salaire minimum peut dépendre, varier en fonction de votre niveau de compétence et des heures auxquelles vous allez travailler. Je vais vous citer au moins 10 fois, je pense, notre dossier qui s'appelle Trouver du travail en Australie, qu'on va vous mettre en lien. Et en l'occurrence, pour la question des salaires minimums, etc., c'est au chapitre 2. Vous verrez, on a fait un tableau où on donne des exemples pour différents métiers en fonction de vos âges, etc. C'est assez parlant et on comprend mieux le fonctionnement de tout ça. En sachant qu'en Australie, chaque métier appartient à un award. Et cet award, ça détermine, c'est un peu votre convention collective et ça détermine pas mal de choses sur votre rémunération, entre autres. Si vous pensez faire à un moment donné du travail agricole, donc de la cueillette de fruits et légumes, de l'empaquetage, tout un tas de boulot en fruit picking, sachez que vous pouvez être payé à l'heure ou au rendement. Au rendement, ça veut dire qu'on va vous dire par exemple, vous allez être payé tant de dollars pour une cagette de cerises ou tant de dollars pour une bine de pommes. Les bines, c'est énorme, hein, c'est des énormes, je ne sais même pas si on peut appeler ça une cagette du coup. Voilà, en gros, on va vous rémunérer au rendement. Donc si vous êtes très bon, vous allez bien gagner votre vie. Si vous avez un peu du mal, vous risquez de gagner assez mal votre vie. Alors, si c'est les quelques premiers jours, c'est peut-être que vous n'êtes pas encore assez performant. Si vous voyez que vos collègues gagnent bien leur vie, vous vous dites qu'avec un peu d'entraînement, vous allez arriver au même point qu'eux et que vous gagnerez bien votre vie. Si vous vous rendez compte que vous gagnez trop mal votre vie et que vos collègues qui sont là depuis un mois, c'est la même chose, attention, c'est sans doute que l'employeur a fixé son taux au rendement de façon un petit peu, comment dire, en votre défaveur. Il faut faire attention à ne pas accepter n'importe quelle rémunération. On va vous mettre un lien vers le site Fair Work Ombudsman. C'est le site internet du gouvernement australien qui gère tout ce qui est arnaque. Vous pouvez tout à fait dénoncer un employeur qui sous-paye tout le monde, qui menace, qui parle mal, qui traite mal, qui harcèle, enfin, je veux dire, si à un moment donné vous avez un problème quelconque avec un employeur, notamment en termes de rémunération, mais pas seulement, vous pouvez vous tourner vers Fair Work Ombudsman. Récemment, j'ai lu quelques articles là-dessus et ils ont condamné pas mal d'employeurs qui ont abusé et qui ont parfois vraiment sous-payé les gens avec des payes au rendement bien trop basses. Donc attention à ça. En Australie, vous êtes payé à la semaine, aux 2 semaines ou au mois, ça dépend vraiment des missions. Moi, je sais que j'étais en fruit picking, j'étais tout le temps payée à la semaine. Voilà, c'est généralement ça. Peut-être pour les boulots plus qualifiés, ça va être au mois. En tout cas, petite précision, si vous pensez faire un deuxième ou un troisième visa vacances-travail et que l'employeur vous propose de vous régler en cash, c'est pas un souci en soi, mais vérifiez que vous êtes déclaré. Parce que, évidemment, si vous travaillez au noir, vous ne pourrez pas prétendre à un deuxième ou troisième visa vacances-travail en comptabilisant ces journées de travail parce que officiellement, elles n'existeront pas. Voilà, c'est simplement, je ne veux pas faire de la langue de bois en disant que personne travaille au noir en Australie, ça arrive, mais il y a simplement quelques précautions à prendre si jamais vous décidez de le faire. C'est faire attention à pas faire une croix sur le deuxième et troisième visa vacances-travail, et deux, vérifier que vous ne prenez aucun risque qui engage votre responsabilité parce que vous ne serez pas dans les fichiers de l'entreprise. Donc si par exemple votre employeur vous demande de conduire la voiture de l'entreprise alors que vous n'êtes pas dans les fichiers, vous n'êtes pas assuré. S'il y a un accident, ce sera pour vous. Donc faites très attention à ça, il y a quand même des petites précautions à prendre. Je ne l'ai pas préparé dans les liens, mais je sais qu'on a, il me semble qu'on parle quelque part du travail au noir, mais peut-être que c'est dans le guide des PVTistes en Australie où on vous donne quelques petits conseils, donc vous pourrez le lire à ce moment-là. Maintenant, quel type d'emploi on peut envisager faire pendant un visa vacances-travail en Australie? Alors sachez qu'il n'y a aucun métier qui soit interdit. Autant il y a des PVT comme le Japon ou la Corée où il y a un certain nombre de métiers qui sont interdits, autant en Australie, il n'y a pas ce problème-là. Par contre, il y a des professions qui sont dites réglementées
ou qui nécessitent que vous fassiez quelque chose avant d'avoir le droit d'exercer en Australie. Alors, pour tout ce qui est santé, vous allez devoir rejoindre un ordre professionnel et pour ça, vous allez pouvoir aller sur le site qu'on va vous mettre en lien en commentaire de la vidéo vers le site National Boards et dessus, parce que les boards, c'est les ordres professionnels, donc n'hésitez pas à aller dessus pour en savoir plus en fonction de votre métier. Ensuite, il y a des métiers qui peuvent nécessiter une licence avant d'avoir le droit de travailler. Je ne les ai pas tous notés parce qu'il y en a quand même un certain nombre, mais j'en ai cité quelques-uns pour que vous vous rendiez un peu compte. Architecte, technicien froid et climatisation, géomètre, plâtrier, couvreur, maçon, installateur de gouttières, plombier, carreleur, poseur de revêtements, électricien, les métiers du droit, enfin généralement avocat, finance, enseignement, petite enfance et dans le Queensland, les ingénieurs, même si on a vu que d'autres États prévoient de mettre en place des licences obligatoires pour les ingénieurs étrangers. Donc, il y a pas mal de métiers comme ça qui peuvent nécessiter que vous obteniez une licence et vous l'avez entendu, beaucoup dans le domaine de la construction. Donc je vous invite à consulter notre dossier Trouver du travail en Australie au chapitre 8 et vous aurez tous les liens dont vous avez besoin pour vous informer sur ces professions réglementées ou qui nécessitent une licence. Est-ce qu'on peut travailler dans son domaine pendant un PVT en Australie? C'est une question qu'on me demande souvent parce que les gens ont beaucoup en tête qu'on part en Australie pour ramasser des fruits et des légumes. C'est vrai que c'est ce que beaucoup de PVTistes font, mais il est possible parfois de travailler dans son domaine et bien évidemment ça va dépendre de plusieurs facteurs. Quel est votre niveau d'anglais? C'est très important d'essayer de vous demander si vous pourriez exercer votre métier en anglais. Par exemple, si vous êtes dans la communication, dans le marketing, dans la banque, dans l'assurance, ce genre de choses, est-ce que vous allez pouvoir faire des rendez-vous clients, des réunions d'équipe, des visios peut-être sans l'image en anglais? C'est hyper important d'essayer d'estimer un petit peu son niveau d'anglais parce que malheureusement, c'est souvent ça le premier frein. Également, est-ce que vous avez beaucoup d'expérience? Est-ce que vous avez suffisamment d'expérience? Est-ce que le domaine recrute en Australie ou est-ce que là, pour le coup, il y a plus de gens qui recherchent un boulot que de boulot disponible? Est-ce que votre profession est réglementée? Ça aussi, c'est très important, on vient de le dire. Si elle est réglementée, peut-être que vous pourrez travailler dans votre domaine, mais il y aura des étapes à faire en amont. Ça vaut le coup de se renseigner, notamment pour savoir si c'est payant ou si ça prend du temps. Il me semble, par exemple, qu'un électricien, ça prend pas mal de temps avant d'avoir le droit d'exercer en Australie. J'en avais connu un qui m'avait dit que du coup il avait plutôt travaillé de façon non déclarée parce que c'était trop pour lui toutes ces démarches. Je ne dis pas que c'est bien, je vous donne les faits, rien que les faits, après vous faites ce qui vous semble le mieux. Voilà. Mais là aussi, si vous êtes sur un chantier, si vous êtes électricien, faites attention à vous, ne prenez pas de risques qui engagent votre responsabilité, on en revient toujours au même. Voilà, autant si vous avez un souci de santé à cause de votre travail, normalement votre assurance PVT, elle vous couvrira toujours. Par contre, si vous blessez quelqu'un, si vous faites perdre quelque chose à l'entreprise parce que vous avez fait une grosse bêtise sur le chantier, faites attention à ça, c'est tout. Donc, pour revenir à la recherche d'emploi dans son domaine, je parlais de l'anglais, de l'expérience, etc. Essayez toujours de vous dire, je suis l'employeur. Là, j'ai votre CV à vous, PVTiste français, belge ou canadien, qui va rester 1 an, qui peut travailler 6 mois maximum avec moi, sauf les exceptions qu'on a évoquées tout à l'heure. Dont l'anglais est pas merveilleux, peut-être plutôt bon mais pas merveilleux, voire pas bon du tout, hein, ça dépend de votre niveau d'anglais à vous, et puis qui connaît pas encore trop le pays, la culture du travail, etc. En face, j'ai 20 CV d'Australiens, ils n'ont pas de visa d'1 an, ils n'ont pas de limite de 6 mois, ils parlent anglais parfaitement, ils connaissent leur pays, la culture du travail, voilà. Qu'est-ce qui fait que votre CV à vous va être plus intéressant que la pile de CV australiens? Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut se dire. Donc en aucun cas, je veux vous décourager ou vous dire que vous ne trouverez pas de boulot. Je veux simplement vous dire, pour pas que vous rêviez trop à travailler dans votre domaine, que ça dépend du domaine dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans un domaine où il faut parler français, si c'est dans tout ce qui est cuisine, luxe, tout ce qui est relatif à la beauté, au bien-être, etc., c'est vrai que vous avez sans doute une épingle à jouer. J'avais connu une PVTiste qui était coiffeuse, qui galérait un petit peu en France. Dès qu'elle est arrivée en Australie, elle a eu des offres bien payées dans des salons de marques assez connues, malgré son niveau d'anglais qui n'était pas incroyable, mais parce que voilà, une coiffeuse française, c'était génial. J'ai un copain qui est à Brisbane, qui est pâtissier, il a aussi trouvé parce que voilà, il est pâtissier, il a de l'expérience, il avait de l'expérience en France, voilà, il a prouvé certainement lors d'un entretien qu'il était plutôt bon. Ça peut fonctionner.
Donc c'est du cas par cas, je ne peux pas vraiment vous dire que vous pourrez tous travailler dans votre domaine. Pour ce qui est de la restauration, on a un lien qu'on va vous donner qui a été fait par une personne qui a beaucoup travaillé dans la restauration en Australie et qui vous donne pas mal d'informations sur les salaires, les formations obligatoires pour certains postes, tout plein de conseils intéressants. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter cet article qui s'appelle Travailler dans la restauration en Australie. Même chose pour la construction, c'est pas un article, c'est un dossier qui est assez complet sur les métiers de la construction en Australie, notamment tout ce qui est licence, avant d'avoir le droit de travailler. On vous donne beaucoup d'infos dans ce dossier, il est vraiment très bien. Donc je vous invite, si vous êtes dans les domaines de la construction, à le consulter. On va également vous le mettre en lien sous la vidéo. Pour tout ce qui est fruit picking, donc ça évidemment vous risquez, ou peut-être que vous avez envie de le faire, mais vous allez peut-être travailler dans ce domaine-là pendant votre PVT en Australie. Derrière le mot fruit picking, il y a beaucoup de métiers qui se cachent. Ça peut être de l'empaquetage, évidemment du ramassage de fruits et légumes, du désherbage, de la taille, de l'éclaircissage. Il y a plein de trucs en fait à faire avant les récoltes, pendant les récoltes et après les récoltes pour préparer la suivante. Donc il y a tout un tas de boulots qui peuvent être faits plus ou moins physiques selon les récoltes, selon le poste que vous occupez. Je me rappelle moi quand je ramassais les melons, nous, on se baissait, on posait les melons sur un tapis roulant qui menait à un camion. Et on avait un de nos copains qui conduisait le tracteur, pardon, c'était pas un camion, qui conduisait le tracteur à peu près 2 à l'heure pour nous permettre d'avoir le temps de ramasser les melons. Bon, bah, son poste à lui, il était quand même bien tranquille par rapport à nous. Donc, ça dépend un petit peu de ce que vous savez faire aussi. Généralement, pour tout ce qui est engin, il faut que vous ayez déjà de l'expérience ou éventuellement un permis, je ne m'y connais pas trop, mais voilà, si vous avez de l'expérience déjà dans le domaine rural de conduire certains engins, mettez-le sur votre CV, vous aurez peut-être les boulots les plus tranquilles de tous les PVTistes. Voilà. On a un lien également vers notre dossier qui s'appelle le fruit picking en Australie et dedans on vous donne le type des récoltes mois par mois, fruits et légumes par fruits et légumes, état par état australien dans le chapitre 8 de ce dossier-là. C'est un dossier qui peut vous intéresser à plein d'égards, mais le chapitre 8 parle des récoltes. Donc voilà, là je vous donne beaucoup de lecture, hein, vous m'excusez, mais c'est juste que je ne peux pas tout décrire sur environ 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et je me dis que si vous faites partie de tous ceux qui ne peuvent pas partir pour le moment, ces lectures, honnêtement, elles vous permettront d'accumuler un maximum d'informations, de bien préparer les choses, d'avoir peut-être de noter l'essentiel de ce qui vous intéresse. Et c'est fait. Voilà. Après, vous relirez éventuellement vos notes et vous êtes tranquille. Vous connaîtrez pas mal tout ce qui concerne le travail en Australie. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre le temps de les lire. Ensuite, en termes de fruit picking, on a ce dossier de fruit picking en Australie. On en a un deuxième qui date lui aussi de un petit peu plus de 2 ans. C'est le fruit picking en Western Australia. C'est ma collègue Marie qui a rédigé ce dossier sur cette région spécifiquement. Donc si c'est là que vous voulez aller vous installer, n'hésitez pas à le consulter. Il y a sans doute quelques informations qui ont expiré, hein. C'est tout à fait possible depuis fin 2018. Mais quand même, il y aura des informations intéressantes, j'en suis certaine. Et en dernier lien qu'on peut vous donner, je parlais tout à l'heure des arnaques, des gens qui sont sous-payés, etc. On a fait un article il y a une dizaine de jours, une semaine, sur les Australiens qui remplacent les PVTistes dans l'agriculture pendant la période de Covid, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de PVTistes en Australie actuellement. Et en fait, ils sont en train de découvrir que oui, il y a des employeurs qui sous-payent, oui, il y a des employeurs qui obligent les PVTistes à dormir dans des auberges de jeunesse ou des logements spécifiques pour pouvoir leur donner accès au boulot. S'ils ne dorment pas là, par exemple, s'ils dorment dans leur van, ils n'ont pas accès au boulot. Et tout ça, ça a un petit peu fait bouger les choses. Alors, est-ce que ça va les faire bouger à long terme? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'étais assez contente de voir que les Australiens se rendent compte qu'en fait, les fermiers ne traitent pas toujours très bien les PVTistes. Donc voilà, ça peut être intéressant pour vous comme lecture et surtout ne pas vous laisser faire quand vous serez sur place. Autre domaine qui recrute, bien sûr, le tourisme. De plus en plus, tout ce qui est livraison, Deliveroo, Uber Eats, etc. On a un petit peu parlé de tout ça dans le chapitre 6 de notre dossier Trouver du travail en Australie. On vous explique un petit peu il n'y a pas que Uber Eats et Deliveroo, il y en a quelques-unes autres que vous pouvez consulter et sur lesquelles vous pouvez vous inscrire. Il y a 1 an environ,
J'ai fait un petit tour de France pour un projet pour le Québec, donc rien à voir. Mais dès que je passais dans une ville, j'ai fait des rencontres PVTistes. Et à Clermont-Ferrand, il y a un groupe de PVTistes australiens, enfin, ils sont tous venus, les anciens. Et ils m'ont expliqué que dès qu'ils avaient plus de sous, ils se faisaient prêter un vélo ou alors ils avaient directement un vélo. Et ils se mettaient sur les sites de livraison et ils se faisaient un peu d'argent en bossant beaucoup pendant quelques jours. Ils remettaient un petit peu, ils remplissaient un petit peu leur poche, on va dire ça comme ça. Enfin, vous pouvez envisager de travailler dans la vente, à l'usine, éventuellement trafic contrôleur. Alors ça, c'est un métier qui est aussi ennuyeux, qui les rémunère bien. Les trafic contrôleurs, c'est ceux qui font, qui mettent le petit panneau vert ou stop sur la route quand il y a des travaux. Chez nous, on est plutôt habitué à des feux, rouge, vert ou orange. Mais pardon, en Australie, tout comme en Nouvelle-Zélande d'ailleurs, et si je dis pas de bêtises au Canada, c'est pareil, c'est des humains qui font ça. Et donc c'est un boulot qui est fatigant parce que vous êtes totalement statique toute la journée, c'est pas très stimulant et si vous faites ça en plein cagnard sous 35 degrés, c'est quand même assez fatigant, mais c'est bien rémunéré, donc ça peut être une opportunité pour vous aussi si à un moment donné vous voulez faire pas mal d'argent sur une courte période. Vous pouvez éventuellement travailler dans le service à la clientèle si vous parlez bien anglais. J'en connaissais qui le faisaient, donc il y a différents types de boulot, un peu comme partout, ne vous fermez aucune porte quand vous serez sur place. Également, je peux vous citer les deux sites Sidekicker et Airtasker. J'ai pris mon meilleur accent pour que vous les ayez bien. Side comme côté, Kicker et Airtasker. Et en fait, ces deux sites-là, c'est pour des missions courtes. Peut-être que vous les connaissez déjà ici. C'est des gens qui ont besoin de quelqu'un pour une petite mission. Ça peut être quelques heures, quelques jours. Et donc, ça peut être une opportunité de se mettre dessus pour décrocher des petits contrats. J'imagine que ça peut être pour du boulot de jardinage, réparer des choses, peut-être même garder des enfants, etc. Voilà. Quand on parle mal anglais, c'est sûr qu'on va directement plutôt se tourner vers tout ce qui est fruit picking, les livraisons, les laveurs de voitures, les déménageurs ou les jobs un peu cachés. L'exemple que je donne toujours, c'est quand j'étais en PVT au Canada, j'étais à Toronto et il y avait un PVTiste qui parlait vraiment vraiment mal anglais. Il s'est fait embaucher de nuit chez McDo à faire les burgers. Donc caché de la clientèle et en plus de nuit. Mais il avait ses collègues, donc il parlait tous les jours, il faisait des blagues, etc. Je l'ai revu plusieurs mois après et il parlait, alors je vous dis pas qu'il avait une grammaire parfaite, mais il parlait hyper naturellement, même s'il y avait des fautes, on comprenait tout ce qu'il disait et voilà, du coup il était complètement immergé dans la langue anglophone, donc les métiers cachés un petit peu comme ça peut être aussi une bonne opportunité pour vous parce que l'employeur n'a pas peur que vous fassiez mauvaise impression auprès des clients et en même temps vous avez très systématiquement des collègues avec qui parler. Ensuite, pour tout ce qui est en Australie des domaines en demande, en 2019, il y a une étude qui a été faite par Manpower. Je vais vous citer les 10 domaines qui sont les plus en manque de main-d'œuvre en Australie. Donc tout ce qui est emploi qualifié, électricien, soudeur, mécanicien. Et puis beaucoup de métiers qui nécessitent des qualifications, hein, malheureusement, mais bon, si jamais vous passez ces licences, si vous obtenez ces licences, vous pourriez travailler dans ces domaines-là et gagner correctement votre vie. Les ingénieurs, chimie, électrique, civile, mécanique, là aussi, ça peut être réglementé selon les États. Les commerciaux, managers et les designers graphiques. Les managers ou encadrement d'équipe, quoi. Les professionnels de la santé, médecins, infirmières, infirmiers et autres professionnels de la santé. Les experts en cybersécurité, les administrateurs réseau et le support technique, les techniciens, contrôle qualité, personnel technique, les spécialistes de type manager de projet, avocat, chercheur. Bon, là, avocat, comme on disait tout à l'heure, ça risque d'être un peu compliqué. Les comptables certifiés, les auditeurs, les analystes financiers, là aussi certainement réglementés. Et enfin, le 10e point, c'était transport et logistique, camionneurs, livraison et transport public. Voilà. Il y a également une autre liste qui a été faite par le ministère du Travail australien au chapitre 6 de notre dossier Trouver du travail en Australie et c'est des liens état par état, des informations état par état qu'on vous a mis, vous cliquez sur l'état dans lequel vous pensez aller et ça vous donne des informations. C'est toujours intéressant de voir si votre métier est dedans ou non. Voilà. Pour savoir si votre domaine recrute, il y a 2 liens que je peux vous donner. Le premier, c'est joboutlook.gov.au /industries, industrie au pluriel. Voilà, donc joboutlook en un mot, .gov.au / industrie au pluriel. Et dessus, vous avez un outil qui s'appelle Explore Australia. Et dessus, vous allez pouvoir trouver des informations. Autre site intéressant, et ça c'est intéressant pour toutes les personnes qui partent en Australie, c'est le site SEEK, S-E-E-K,
.com.au et dessus vous avez un outil qui s'appelle, je vais vous le dire en français, Career Advice. Donc voilà, conseil de carrière. Et donc dessus, là aussi, vous avez des informations qui peuvent des informations métier par métier. Donc n'hésitez pas à creuser un petit peu tout ça. Vous pourriez trouver des informations très précises. Là, je m'adresse surtout à ceux qui veulent travailler dans votre domaine. Si vous voulez faire un PVT ou justement vous laissez de côté votre domaine de prédilection ou vous voulez vous reconvertir ou vous n'avez pas encore de domaine parce que vous êtes jeune, vous êtes encore dans les études, etc. Prenez tout ce qui passe, bien évidemment. Là, je me suis un peu attardée parce que je sais que certains veulent partir en Australie, travailler dans leur domaine, donc c'était pertinent de donner ces quelques conseils. Et ensuite, pour tout ce qui est emploi peu ou pas rémunéré, il y a donc le travail au pair, comme je disais tout à l'heure, quand on s'occupe d'un enfant ou de plusieurs enfants dans une famille, généralement, il y a aussi quelques tâches ménagères. On est logé, nourri, blanchi. Et on peut être payé, ça dépend des familles, entre 200 et 400 dollars la semaine en général. Voilà, donc ça, il y en a qui adorent, et puis il y en a qui n'aiment pas du tout parce que être totalement immergé avec des enfants, aller les chercher à l'école, faire leurs devoirs, faire un petit peu de ménage, bon, ils ont l'impression qu'ils passent beaucoup de temps en intérieur. Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, j'ai connu pas mal de PVT, surtout des filles, qui commençaient leur PVT comme ça par un séjour au pair de 3 ou de 6 mois, ce qui leur permet de ne pas dépenser d'argent, de s'améliorer en anglais et même de faire des économies pour profiter de la suite de leur PVT, pour voyager et peut-être faire quelques petits boulots ici et là. Vous pouvez également envisager de travailler quelques heures par jour dans une auberge de jeunesse en échange d'un lit, généralement en dortoir. Je trouve que quand on met bout à bout, les heures travaillées, c'est pas cher payé, disons, mais éventuellement, ça peut être intéressant si au moins vous voulez limiter votre dépense, enfin, vous totalement réduire à néant votre dépense logement. C'est pas idiot. Généralement, dans les auberges de jeunesse, il y a toujours je sais pas, 2 ou 3 jeunes qui font les salles de bain, les toilettes, les cuisines et les chambres, qui changent les draps, etc. Et voilà, donc du coup, ils ne payent pas d'hébergement. Ensuite, il y a tout ce qui est volontariat. Donc, vous connaissez peut-être les réseaux Woofing, Workaway et Help Exchange. C'est les 3 réseaux les plus connus. Le volontariat, en gros, c'est je vais donner de mon temps, généralement de 4 à 6 heures par jour, 5 jours par semaine. Donc, c'est un petit 20 heures, ouais, maximum 30 heures par semaine, vraiment maximum. Et en échange, je ne suis pas rémunérée, mais je suis logée et nourrie. Et je contribue à un projet. En gros, généralement, c'est dans une structure ou dans une famille qui n'a pas forcément le budget d'embaucher un salarié, mais qui par contre est en mesure d'accueillir, parce qu'elle a de la place, d'accueillir des gens qu'elle va loger sur place et de leur payer la nourriture, voilà. Et donc c'est généralement quelque chose qui se veut assez convivial dans l'échange, on peut prendre des repas ensemble, etc. Ça plaît beaucoup, hein. Chez les PVT, il y en a beaucoup qui le font. En Australie, en Nouvelle-Zélande, en Amérique du Sud beaucoup aussi, et puis aussi un petit peu au Canada, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et généralement, en début de PVT, ça peut être un peu une bonne solution pour éviter les cours d'anglais si on trouve qu'on n'est pas très bon dans la langue. On peut aller s'immerger pendant 1 mois ou 2 en début de PVT et en fait, ça permet généralement de se dérouiller un petit peu et d'être plus à l'aise en langue. Voilà. Et puis pour tout ce qui est bénévolat classique, vous pourrez retrouver des liens au chapitre 9 de notre dossier Trouver du travail en Australie. Vous trouverez les liens de tout ce que je viens de dire en fait, hein, au pair, volontariat, mais également le bénévolat classique si vous voulez aller, c'est volunteer.com.au pardon, ou govolunteer.com.au. Il y en a d'autres, hein. Mais ça peut vous permettre là aussi, le bénévolat, vous n'allez pas être logé ou nourri, ça va être vraiment à côté de votre vie. Ça peut vous permettre déjà de donner de votre temps pour une cause qui vous passionne, enfin qui vous intéresse en tout cas, de rencontrer des personnes, de vous faire un réseau. Donc ça peut être des gens qui vont devenir des amis ou des potes, mais ça peut aussi être des gens qui vont commencer à créer votre réseau professionnel. Il y a beaucoup de choses généralement qui se passent dès qu'on se crée un réseau. Donc par exemple, si vous êtes dans l'événementiel, je sais pas, ouais, dans l'événementiel, tout ça, et que vous trouvez un bénévolat pour un festival ou pour une petite salle de concert, enfin je vous dis n'importe quoi, vous allez sans doute faire des rencontres qui pourraient vous permettre par la suite d'avoir des opportunités. C'est pas garanti, hein, c'est ça le réseau, c'est que des fois ça marche super bien, des fois on se donne beaucoup de mal et finalement ça aboutit pas, mais au moins vous aurez tenté le coup. Et puis, c'est toujours des expériences, même si elles sont bénévoles, que vous pourrez mettre en avant sur votre CV pour votre retour dans votre pays d'origine. C'est vrai que c'est important de rien négliger.
Rien ne vous empêche sur votre CV quand vous rentrez dans votre pays d'origine de ne pas mettre que c'était du bénévolat, mais tout simplement une mission. Après tout, vous avez travaillé, vous avez effectué des tâches, vous avez réussi à lancer ou à créer un projet. Enfin, tout ce que vous aurez fait, c'est quand même quelque chose que vous avez vraiment fait. Donc ne le dénigrez pas. Pour ce qui est du CV, alors, il faut savoir que le CV australien, c'est un peu comme, enfin, c'est tous les pays anglo-saxons, il ne faut pas d'informations discriminatoires. Donc pas de photos, pas d'âge, pas de nationalité, même si on peut deviner votre âge en fonction de vos examens, on peut deviner votre nationalité en fonction de du pays dans lequel vous avez le plus travaillé et étudié, mais en tout cas, ça ne doit pas être clairement indiqué. Sur un CV australien, il ne faut pas hésiter à se vendre si on a moyen de le faire. Par exemple, en s'appuyant sur des chiffres, si on avait, je ne sais pas moi, vous êtes quelqu'un qui travaille dans la pub et on vous a accordé des beaux budgets, bon bah il faut bien le préciser. Si vous avez été manager d'une équipe de X personnes, il faut bien le préciser aussi. Les chiffres sont souvent plus parlants que le reste. Voilà. Si vous avez beaucoup d'expérience, parce que peut-être vous avez 29, 32, 33 ans, n'hésitez pas à faire un CV sur plusieurs pages. Il ne faut pas le faire si c'est un CV pour un petit boulot où vous n'avez pas trop de trucs à dire. Une seule page suffit. Mais pour un boulot dans votre domaine où vous avez beaucoup de choses à mettre en avant, n'hésitez pas à être un petit peu long. Je ne vais pas m'étendre plus sur le CV parce que je vais vous donner des liens, on va vous mettre des liens en commentaire, donc des ressources qui sont officielles, donc forcément pertinentes pour vous. Le premier, c'est l'Australian National University qui, sur son site internet, en bas à droite, donne des exemples de CV. Donc si vous cherchez le CV en anglais, c'est résumé, comme un résumé, et la lettre de motivation, c'est une cover letter. Voilà, donc c'est ça que vous allez trouver. Sur le site SICK, qu'on vous met également en lien, vous aurez non seulement un exemple de CV, et si vous regardez en dessous, vous avez un bouton qui s'appelle Good and Bad Resumes, et ça vous compare un CV bien fait et un CV mal fait. Vous avez deux petits onglets. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve, pour voir les erreurs à ne pas commettre et les trucs qui fonctionnent bien en Australie. Enfin, le dernier lien, c'est un lien du gouvernement du Queensland, donc un des États australiens, qui vous donne des exemples de CV et des lettres de motivation. Je ne sais plus exactement où j'avais cliqué, sur le résumé normalement, et tout en bas, vous avez plusieurs exemples de CV. J'ai vu qu'il y avait un exemple pour les étudiants et d'autres exemples de CV en fonction de votre profil, peut-être si vous êtes junior, si vous cherchez un petit boulot, ou si vous cherchez dans votre domaine, en sachant que c'est pas totalement idiot, voire pas du tout idiot, d'avoir deux CV. Un CV dans votre domaine, là où vous espérez vraiment travailler, ce serait le rêve en Australie, et l'autre CV pour les petits boulots, si vous allez donner vos CV dans des magasins, dans des restos, etc. Voilà. Pour retrouver des infos sur le CV et plus de liens que les trois que je viens de mentionner, c'est dans le chapitre 10 de notre dossier « Trouver du travail en Australie ». Maintenant, pour trouver du travail en Australie sur Internet, il y a plein de sites. On va vous copier, je pense qu'il y a une quinzaine de liens. Jobsearch.gov.au, SICK que je viens de citer, jobsearch.com.au, c'est pas le même. Il y a Gumtree, bien sûr, qui est le site de petites annonces en Australie, un peu comme le Bon Coin chez nous. Il y a le Backpacker Job Board, Adzuna, Indeed, que vous connaissez certainement, Jobnet. Il y en a plein. Donc on va vous les copier-coller. Vous en trouverez d'autres là aussi dans notre dossier. Mais bon, c'est les principaux. Comme ça, vous pouvez aller jeter un coup d'œil dessus. Vous pouvez regarder également quand vous serez sur place dans les vitrines. Hein, c'est pas rare de voir une petite affiche qui dit Help Wanted. Dans ce cas-là, vous pouvez directement déposer un CV. Au réseau, comme je viens de vous le dire, le réseau c'est très important dans tous les pays anglo-saxons et peut-être même maintenant dans tous les pays, je ne sais pas, mais surtout dans ces pays-là, il y a une grosse quantité d'emplois qui ne sont pas diffusés. Ça se passe au réseau, en interne dans une entreprise ou alors avec son entourage. Tu connais pas quelqu'un qui est là-dedans, attends, je vais demander. Et les gens utilisent d'abord leur réseau de premier niveau avant de mettre ça sur Internet. Donc c'est important de rencontrer du monde. Ça peut également être dans les journaux, vous pourriez trouver des offres. Dans les auberges de jeunesse, j'ai souvent vu ça, notamment pour tout ce qui est fruit picking, mais pas seulement. Et parfois dans les supermarchés également. Vous pouvez vous tourner vers des agences d'intérim. Alors, dans mes souvenirs, elles n'acceptent pas tout le monde. Il faut quand même peut-être que vous soyez dans un domaine dans lequel elles placent des gens, quoi. Vous voyez, si vous cherchez peut-être comme vendeur, serveur ou en fruit picking, je ne suis pas sûre que les agences vous rappellent, mais en tout cas, vous pouvez tenter le coup de les contacter. Donc il y a bien sûr tous les Adecco, Kelly Services,
Hudson, Michael Page, Randstad ou Manpower que vous connaissez peut-être déjà, mais vous en avez d'autres qu'on va vous mettre également en lien, ou peut-être pas d'ailleurs, vous pouvez retrouver tous les liens dans le chapitre 11 de notre dossier Trouver du travail en Australie. Donc, il y a notamment OSPO World ou Pinnacle People qu'on va vous mettre là en commentaire. Ces deux-là, c'est hôtellerie-restauration, plutôt pour les gens qui ont de l'expérience dans le domaine. Retail World pour la vente. Workpack pour tout ce qui est construction, mines, ressources naturelles, fermes solaires, etc. Healthcare Australia pour tout ce qui est santé. Et enfin, Mining Employment Service pour les mines. Voilà, donc ça c'est très spécifique, hein. C'est pour ça que je préférais les citer parce que si vous êtes dans ces domaines-là, c'est sans doute directement vers ces agences d'intérim-là que vous devez vous tourner. Voilà. Vous pouvez également vous tourner, pourquoi pas, vers des groupes Facebook, ça peut être les groupes de francophones bien évidemment, mais n'hésitez pas aussi à intégrer des groupes anglophones et à voir dans la ville où vous êtes s'il n'y a pas des groupes Facebook qui s'appellent par exemple Sydney Job Opportunities, Sydney Jobs, Sydney Employment ou avec Melbourne et toutes les autres villes. Tous les synonymes de job, vous essayez de les mettre à côté de la ville dans laquelle vous êtes et vous voyez s'il y a des groupes Facebook un peu gros dans lesquels potentiellement il pourrait y avoir des offres qui peuvent vous intéresser. Voilà. Pour tout ce qui est fruit picking, c'est pas forcément évident de faire du porte-à-porte. Autant si vous avez fait un PVT en Nouvelle-Zélande, vous l'avez vu, c'était possible d'aller d'une ferme à une autre pour postuler parce que les distances sont petites. Par contre, en Australie, c'est massif. Je pense qu'on se rend pas compte des distances en Australie tant qu'on n'y a pas mis les pieds. Parce que le jour où on décide d'aller d'un point A à un point B, quand je parle de quand même de grosses distances, et qu'on se rend compte de toutes les heures de route qu'il faut faire, on se rend compte qu'effectivement, parfois dans les zones un peu rurales, d'aller d'une ferme à l'autre, ça demande un temps énorme et surtout beaucoup de dépenses d'essence. Donc, c'est pas forcément la meilleure solution. Vous pouvez peut-être lister des entreprises qui sont dans le domaine du fruit picking, les contacter en amont et au lieu d'aller directement là-bas, les contacter, pourquoi pas en les appelant pour savoir s'ils recrutent. Il y a 3 sites internet sur lesquels vous pouvez trouver des offres d'emploi en fruit picking. Le premier, c'est backpicker.com.au. Vous noterez le joli jeu de mots avec backpacker. Le deuxième, c'est jobsearch.gov.au/harvest. Le mot harvest, avec un H au début, c'est tout ce qui est récolte. Donc c'est un mot que vous allez beaucoup voir si vous travaillez là-dedans. Et le troisième, c'est celui qu'on a cité tout à l'heure aussi, backpackerjobboard.com.au, sans oublier Gumtree qui sera toujours dans vos recherches. Vous pourrez toujours faire des recherches de tout, d'appartements, d'emploi, de covoiturage, de tout. Voilà, donc c'est un peu ces sites-là où vous pouvez voir des offres. Sachez que c'est pas rare de voir 30 pickers recherchés pour le 3 mars par exemple. Appelez tout de suite, parce que 30 c'est beaucoup et à l'échelle des PVT c'est pas beaucoup. Donc si vous voyez une annonce, tous les matins faites un petit check, peut-être tous les matins et tous les débuts d'après-midi, vous appelez immédiatement. S'ils disent de postuler par téléphone, vous appelez. S'ils disent de postuler par email, vous envoyez un email. Ne faites pas l'inverse de ce qui vous est demandé. Par exemple, si vous est demandé d'appeler et que vous envoyez un mail, il y aura 30 personnes avant vous qui vont appeler et qui auront le poste. Les gens ne sont pas vraiment choisis en fait sur ces postes-là. C'est premier arrivé, premier servi. Donc si vous faites vraiment une veille sérieuse pour surveiller les nouveaux boulots qui sont proposés, vous devriez trouver du boulot dans ces domaines-là. Quand même, je précise dans le cadre du fruit picking, ne payez pas pour travailler. Je parlais tout à l'heure des arnaques. Si vous tombez sur une agence qui vous demande de payer pour vous inscrire chez eux ou de payer pour être sur une liste d'attente, vous fuyez. Faites attention à ça. Il y a toujours des arnaques quand il y a une demande de quelque chose. Et comme en Australie, il y a beaucoup de PVTistes, il y a beaucoup de demandes dans l'emploi. Donc forcément, il y a un paquet d'arnaques. Voilà. Si vous voulez travailler dans un domaine qualifié à l'inverse, je termine par ça parce que je termine pour la recherche d'emploi parce que ça ne concerne pas tout le monde, c'est le réseau LinkedIn que vous connaissez certainement. Si vous pensez travailler dans un domaine bien précis qui est cohérent par rapport au monde de LinkedIn, n'hésitez pas à vous créer un compte ou à mettre à jour votre compte, à demander aux gens avec qui vous avez travaillé des références ou en tout cas qui plus soient un peu les compétences que vous aurez mis en bas de votre profil, ajoutez des gens. Activez votre réseau, regardez s'il n'y a pas des anciens élèves de votre école ou le cousin de votre meilleur ami ou la voisine voilà, des choses comme ça. Commencez à créer votre réseau, essayez de vous mettre en contact avec des gens de votre domaine dans le pays, en l'occurrence dans la ville dans laquelle vous voulez aller. N'hésitez pas à commenter ces publications, à les aimer, à les partager, à publier des choses avec des hashtags appropriés sur votre compte LinkedIn. Soyez proactifs dessus, ça pourrait
Montrez aux gens que vous êtes en recherche. Je vous dis pas forcément maintenant. Avec le Covid, on ne sait même pas si on pourra partir en Australie en 2021, donc c'est peut-être un petit peu tôt. Vous pouvez commencer des petites choses, mais vous pourrez rentrer dans la phase offensive plutôt quand vous approcherez de votre arrivée en Australie. Vous pourrez mettre là ce que je vois beaucoup sur LinkedIn, le petit truc vert qui dit Open to Work, je crois que c'est ça la phrase. Et puis comme ça, comme si vous mettez des choses qu'on vous repère et qu'on voit que vous êtes Open to Work, il y a peut-être des choses qui vont jouer en votre faveur. Donc, il y a quelque chose à faire sur LinkedIn, certainement, si vous êtes dans un domaine plutôt... ça peut marcher pour tout, mais je dirais que ça marchera forcément mieux dans l'informatique, l'ingénierie et le marketing que dans la coiffure, dans l'électricité ou le fruit picking, quoi. Grosso modo. Bon, le fruit picking, même, c'est sûr. Enfin, on n'est jamais sûr de rien, mais je pense que vous ne trouverez pas via LinkedIn. Voilà. Ensuite, en termes de formation, tout à l'heure je vous ai expliqué que pour certains domaines, il fallait rejoindre un ordre ou il fallait obtenir une licence. Pour d'autres métiers, c'est un petit peu différent. Il y a des formations qui sont obligatoires. Par exemple, si vous pensez travailler dans un bar ou dans un restaurant qui sert de l'alcool, dans un lieu qui sert de l'alcool de façon générale, vous aurez l'obligation de passer le RSA. Le RSA qui n'a rien à voir avec le RSA français. RSA, ça veut dire Responsible Service of Alcohol, c'est-à-dire que vous allez passer une petite formation d'une demi-journée, je crois, pour, en gros, pendant laquelle vous allez apprendre qu'il ne faut pas servir de l'alcool aux mineurs et qu'il ne faut pas servir de l'alcool à quelqu'un qui est déjà bien trop sous. Voilà. Et donc, en gros, le RSA, on peut le passer en ligne, dans des centres en personne. Certains RSA passés dans tel État australien n'est pas valable ailleurs, alors que certains sont valables partout. Tout ça, on vous l'explique dans le chapitre 7 de notre dossier « Trouver du travail en Australie ». Autre formation obligatoire pour ceux qui veulent travailler dans la construction, ça s'appelle la White Card. Là aussi, on en parle au chapitre 7 du dossier. Pour ceux qui veulent travailler dans le monde du jeu, dans les casinos, il y a le RSG, le Responsible Services of Gambling, donc pour tout ce qui est jeu d'argent. Et puis éventuellement peut-être passer le RSG en même temps que le RSA si on est dans un établissement où il y a des jeux et de l'alcool. Voilà. Dans le Queensland, dans l'état du Queensland, vous pourriez avoir à passer la Blue Card si vous voulez travailler auprès d'enfants ou de jeunes. Et également, si vous voulez travailler comme traffic controller, là, ceux qui font stop et go, vous devrez également passer un petit certificat, le Traffic Controller Certificate. Autre chose qui n'apparaît pas au chapitre 7 du dossier sur le travail, mais dont on parle dans notre dossier Travailler dans la restauration en Australie, c'est que pour travailler dans un café, généralement, vous allez devoir passer une formation de barista, vous savez, pour réussir à faire des petits cœurs, des petits chats, tout ça, des petits bouquets de fleurs dans les cafés. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément obligatoire, mais qui généralement vous distingue des autres sur votre CV. Si vous voulez travailler comme freelance en Australie, sachez que c'est tout à fait possible quand on est PVTiste. Simplement, vous allez devoir faire une demande de ABN. Donc, le ABN, c'est l'Australian Business Number. C'est comme un SIRET en France. La demande se fait gratuitement. Et en gros, vous devrez, comme tout le monde, établir des factures, vous faire payer par vos clients. Par contre, contrairement aux autres PVTistes, vous n'allez pas être imposé sur vos revenus. Donc, il faudrait bien que vous gardiez de côté 15% pour les régler à la fin de votre PVT ou à la fin de l'année fiscale, je ne sais plus. Voilà. Donc voilà pour toutes les informations qui concernent l'emploi. Je ne vais pas plus m'étendre, comme ça je vais regarder un petit peu vos questions en espérant pouvoir y répondre. Si c'est beaucoup de questions du type est-ce que ça recrute dans tel ou tel domaine, honnêtement je n'ai pas la science infuse, je vous ai donné pas mal de ressources pour que vous alliez fouiller directement sur des sites officiels. En tout cas, j'espère pouvoir répondre à vos questions. Mais en conclusion, je voulais vous rappeler donc qu'on fait un point Instagram sur le Covid-19 une fois par semaine, généralement le jeudi, dans lequel on récapitule ce qui s'est passé au cours des 7 derniers jours. Donc si vous êtes dans l'attente de la réouverture des frontières, ce dont je ne doute pas, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram PVTiste avec un S. Également vous inscrire pourquoi pas à notre newsletter PVTiste Australie si vous voulez recevoir des emails quand il y a une information importante. Quand il n'y a pas d'information, on ne vous écrit pas du tout, je tiens à le préciser. C'est uniquement quand il y a de l'actualité, on vous écrit. On va proposer d'autres lives prochainement qui peuvent vous intéresser. On en fait pas mal depuis quelques mois. Donc demain à 18 h, on sera sur Instagram pour un question-réponse sur le PVT en général, tout sujet confondu, tout pays confondu. Le 16 février, sur notre page Facebook pvtiste.net Hong Kong, à 19 h, on va faire une séance d'information sur le PVT Hong Kong. Vous allez me dire, mais pourquoi elle nous parle de ça ?
parce qu'on sait jamais. Parce que peut-être que en attendant que les frontières australiennes rouvrent, vous avez envie de partir en PVT. Sachez qu'Hong Kong est ouvert aux PVTistes aujourd'hui. Simplement, avec les restrictions qu'a mises en place la France, vous pourrez partir à Hong Kong en PVT uniquement si vous avez trouvé un emploi. Puisque il faut un motif impérieux pour quitter l'Union européenne. Mais bon, qui sait, peut-être que cette réglementation ne va pas rester là pendant 107 ans. Donc si à un moment donné, ça n'est plus imposé et que vous voulez partir en PVT, Hong Kong vous ouvre ses portes, en sachant qu'à Hong Kong, on parle anglais, donc ça pourrait être une bonne opportunité pour vous de parler anglais, etc. Et sachez que pendant que vous êtes à Hong Kong, vous aurez le droit tout à fait de demander un visa vacances-travail Australie si à un moment donné, les frontières australiennes rouvrent. Et vous pourrez directement aller de Hong Kong à l'Australie. Je vous dis ça aussi parce que la personne qui va faire cette séance d'information, Marie, ma collègue, elle a fait 4 PVT, Canada, Nouvelle-Zélande, Hong Kong, Australie. Hong Kong, c'est celui où elle a un petit peu plus traîné les pieds pour y aller. Et en fait, c'était son préféré. Donc je pense que c'est assez intéressant. J'espère que vous serez nombreux à regarder cette vidéo parce que j'ai tendance à penser que ça pourrait faire changer d'avis certains d'entre vous. Et au moins, vous pourrez peut-être prochainement partir si la France lève ses restrictions ou si vous trouvez un emploi à distance. Le 23 février, sur notre page Facebook pvtis.net tout court à 19h, on parlera du voyage et du road trip pendant un PVT. Beaucoup d'informations qui vous seront utiles, hein. Évidemment, l'Australie, on va en parler pas mal puisque c'est un PVT où on voyage beaucoup généralement. Et le 9 mars, sur notre page Facebook pvtis.net tout court à 19h, ce sera une séance de questions-réponses sur le volontariat pendant un PVT. Tout ce qui est Help Exchange, Woofing et Workaway dont je parlais tout à l'heure. Donc si vous n'avez pas trop compris de quoi il s'agit, etc., n'hésitez pas à nous rejoindre le 9 mars. Voilà. Et si vous avez raté nos précédents lives, tous les replays sont disponibles sur notre chaîne YouTube PVTiste avec un S. D'ailleurs, si vous êtes arrivé en cours de route, sachez que le replay restera disponible là sur notre page Facebook pvtis.net Australie dans la foulée et également demain sur YouTube selon le support qui vous plaît le plus. Je vous invite vivement à nous suivre sur notre page Facebook pvtis.net Australie pour être tenu au courant de l'actualité Covid, d'autres actualités, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du Covid, mais normalement notre compte est sympa, hein. On parle de voyage, on partage des témoignages, etc. Donc n'hésitez pas à nous suivre également sur notre page Facebook. J'ai vu qu'on était bientôt à 10 000, ça pourrait être sympa d'atteindre ce super niveau. Voilà, c'est bon pour moi, donc je vais pouvoir passer à vos questions. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Alors, quelqu'un demande si on peut faire la demande de Tax File Number, le TFN, en avance quand on est encore en France. Non, parce qu'en fait, pour demander un Tax File Number, il faut déjà avoir un visa de travail. Sauf que vous, quand vous obtenez votre visa vacances-travail australien, vous obtenez un e-visa. Voilà, que vous recevez par email, c'est pas à proprement parler un visa qui a été activé. Il faut attendre d'arriver sur place pour que l'Australie active votre visa pour 1 an et seulement à ce moment-là, vous avez le droit de demander le TFN. Je perds ma voix, pardon. Savez-vous si le domaine de la décoration d'intérieur recrute en Australie? Alors non, je ne sais pas. Éventuellement, tu peux regarder sur le site dont je parlais tout à l'heure, joboutlook.gov.au/industrie au pluriel, et éventuellement sur le site sic.com.au sur l'outil Career Advice dont je parlais aussi tout à l'heure. Ça peut valoir le coup de voir ce que eux te disent. Éventuellement, également faire une recherche sur le site SIC en recherche d'emploi classique en fait, voir si tu as des offres d'emploi qui sortent. Ou peut-être, ça voudra dire que tu devras peut-être essayer d'être à ton compte. Comme je disais il y a 2 minutes, c'est possible pendant un PVT Australie. Ça va te demander beaucoup plus d'efforts, hein, forcément, que si tu étais embauché. Mais si tu es doué, si tu as un beau book, si tu as un beau site internet, si tes tarifs peut-être sont concurrentiels, je ne sais pas. Ça pourrait être quelque chose qui intéresse des gens. Et en plus, on sait bien que dans ces domaines-là, peut-être que si les gens se parlent, tu peux avoir des clients comme ça en freelance. C'est quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure, mais j'avais un copain qui était à Alice Springs avec une copine et un copain. Et chacun, ils ont fait des flyers, ils sont allés les mettre dans les boîtes aux lettres des maisons qui avaient l'air un petit peu huppées, quoi, d'Alice Springs. Lui, c'était réparation d'ordinateurs et création de logos et de sites internet, hein, ce qui était son domaine. Son copain, il avait mis jardinage et petit bricolage de tous les jours. Et la fille, elle avait mis garde d'enfants et ménage. Ils ont tous eu quelques missions, surtout lui, je crois, plus que les autres. Mais quand même, c'est possible éventuellement d'essayer de trouver des clients par soi-même. Surtout que, comme je disais tout à l'heure, en étant, peut-être que tu es française, je ne sais pas, quand on est française, c'est vrai qu'on a
C'est comme si on avait un peu le, pas le monopole du bon goût, c'est pas ça, mais en tout cas qu'on a bon goût, que tout ce qui est beauté, luxe, tout ça, on s'y connaît. Donc ça peut être quelque chose de positif pour toi. Ça peut être intéressant de te créer un compte Instagram, une page Facebook, d'avoir peut-être, voilà, de te faire un flyer, un petit site internet si tu as la capacité de faire ça, parce que je sais que c'est pas forcément évident. Et peut-être que tu trouveras des opportunités. Faut jamais se fermer des portes en fait, on sait jamais. Ça pourrait fonctionner. Est-ce que c'est possible de monter une auto-entreprise en tant que PVTiste dans le domaine de la restauration notamment? En Nouvelle-Zélande, j'avais pu le faire après 6 mois de présence sur le territoire. Alors, pour le coup, en Australie, j'ai pas l'impression que tu as l'obligation de rester 6 mois sur place. Je pense que immédiatement, tu peux demander un ABN. On va te mettre un lien vers notre article qui s'appelle Travailler en freelance en Australie. Et puis dans ce cas-là, normalement, tu pourras travailler directement là-dedans. C'est vrai que souvent la restauration, c'est un petit peu touchy puisque ça, on peut se dire en termes d'hygiène, etc. Est-ce que j'ai le droit? Mais il me semblerait, enfin il me semble que c'est possible de le faire. Où est-ce que tu pourrais trouver cette précision-là? Je me dis que si c'est bon en Nouvelle-Zélande, en fait j'ai plus vu de gens faire ça en Nouvelle-Zélande, genre vendre des crêpes et tout ça, qu'en Australie. Donc voilà. Donc ouais, non, a priori, tu n'as aucune limite de temps. Tu peux le faire dès le début. Voilà. Bah, très bonne idée d'ailleurs. Alors, Hello, est-ce que tu penses que c'est compliqué d'obtenir une travel exemption si on trouve un travail en Australie? Alors, aujourd'hui, moi, c'est vrai que je suis plutôt calée sur le visa vacances-travail. Mais je sais qu'il y a parfois certaines personnes qui arrivent à partir dans les différents pays du monde parce qu'ils sont dans un domaine comment dire, qui permet de partir. Alors, il faudrait regarder sur le site. J'ai toujours un doute sur le site de l'Australie, c'est pas possible. Voilà, c'est ça. imi.homeaffairs.gov.au. Peut-être essayer de regarder dans la liste des visas s'il y a un visa aujourd'hui qui permet de partir en Australie si on est dans un domaine précis. Je pense notamment à la santé. Voilà. Donc, parce que dans ton cas, tu as dit quoi? Tu as dit si on est vacciné, bien sûr. Ok. Je pense que la meilleure solution pour toi, c'est de regarder ça. Quand tu es sur le site imi.homeaffairs.gov.au, tu as un bouton qui s'appelle Explore Visa Options. Et si tu vas dessus, il faudrait essayer de voir, parce qu'en fait, le problème avec l'Australie, c'est qu'il y a plein de visas de travail. Il faudrait essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose. Ouais, ce serait dans Work, j'imagine. Ça, c'est des cas tellement spécifiques que j'avoue que je connais pas trop. Donc peut-être essayer voilà, de remplir un petit peu les cases et voir si tu peux avoir accès à un visa qui permet de partir. J'en ai pas la certitude, mais c'est peut-être envisageable. Euh, ouais, en fait c'est ça. Euh, je vais taper Special Visa Australia, on va mettre ça pendant Covid-19. C'est peut-être comme ça qu'on va trouver. Euh, Ouais, le visa 408, c'est plutôt pour les gens qui sont là-bas. Ouais, à creuser parce que là, c'est vrai que si je cherche, je vais peut-être embêter ceux qui ne sont pas intéressés par cette réponse. On va regarder, mais je ne suis pas certaine. Est-ce mieux de partir avec un travail qui nous attend déjà sur place ou de commencer les recherches une fois sur place? Alors, en soi, c'est vrai que c'est confortable de partir en PVT en Australie en ayant un boulot qui nous attend. Simplement, dans les faits, il y a peut-être 1% des PVTistes par an qui font ça, pour la simple et bonne raison que beaucoup de personnes partent pour travailler dans des domaines qui sont plutôt des petits boulots. Et pour ces boulots-là, les employeurs jamais recrutent à distance en fait. Généralement, ils mettent une offre sur Internet, dans leur vitrine par exemple, ils reçoivent des candidatures où des gens viennent directement sur place donner le CV. Donc du coup, ils n'ont aucun intérêt vraiment à recruter quelqu'un qui a 10 000 km. Par contre, si tu es dans un domaine qui a plus de mal à recruter, ou alors dans un domaine où tu as un super profil, tu as beaucoup d'expérience, ou le savoir-faire français est hyper estimé, enfin tout plein de choses comme ça, peut-être que tu pourrais trouver un boulot avant de partir. Mais sache que c'est vraiment assez rare. J'allais dire très rare, mais je veux pas te décourager. C'est pas forcément évident de trouver avant de partir, vraiment. Surtout pour les petits boulots. Voilà, en fait, essaye de penser, toi, imaginons que tu recrutes aujourd'hui un serveur, une vendeuse par exemple. Est-ce que tu irais recruter quelqu'un qui est encore en Australie, pas encore arrivé ici, alors que tu as des gens qui viennent candidater directement là?
je pense que, ouais, que c'est compliqué. Donc c'est sans doute mieux de partir avec un boulot qui nous attend. Et d'un autre côté, il ne faut pas du tout que ça t'inquiète de partir sans emploi. C'est le cas de quasiment tous les PVTistes et c'est pour ça que l'Australie demande d'avoir des économies. Donc il faut au moins 5 000 $ d'économies quand on part en PVT en Australie. Ça peut être plus en fonction de ton projet. Par exemple, quelqu'un qui partirait tout seul et qui souhaite acheter un van en arrivant, les 5 000 $, ils partent dans le van. Donc il faudrait prévoir plutôt 10 000 $ d'économies. Voilà, il faut bien estimer son budget en fonction de son projet. Mais les économies qui sont demandées, elles sont justement là pour qu'au début, tu aies le temps de faire un peu ta vie, je sais pas, ton achat de véhicule ou ta recherche de logement, etc. et de trouver un emploi. Bonjour, si je ne peux pas partir avant mes 35 ans, quelles sont mes alternatives pour partir? Alors, t'as dit avant tes 35 ans. Sache que l'Australie t'autorise à demander le visa vacances-travail tant que tu n'as pas 36 ans. Ça veut dire que si tu as bientôt 35 ans, t'es large. Si tu as bientôt 36 ans, ça vaut le coup aujourd'hui de lancer, enfin pas aujourd'hui, mais peut-être 2 semaines avant ton anniversaire de tes 36 ans, de lancer une demande de visa vacances-travail australien. Si elle n'est pas traitée parce que c'est la pandémie, si ça prend du temps, c'est pas grave, elle sera bien traitée un jour. Et puis si elle est traitée et que tu obtiens ton visa, tu auras comme tout le monde 1 an pour partir le valider. Donc ça voudra dire que tu pourras peut-être partir en PVT en Australie en ayant 37 ans. Voilà, donc c'est important de rappeler que les 35 ans d'âge limite, donc pour les Français, les Irlandais et les Canadiens uniquement, hein, toutes les autres nationalités c'est 30 ans, pour les 35 ans c'est la date de la demande qui compte et c'est jusqu'au dernier jour des 35 ans. Après pour tout ce qui est autre alternative, alors l'Australie permet de partir faire du volontariat, donc en woofing, etc., en visa touristique, c'est un des seuls pays qui autorise ça. Simplement, ça ne doit pas être l'objectif principal de ton séjour. Par exemple, si tu pars 4 mois et que tu fais 2 semaines ou 1 mois de volontariat, c'est OK. Par contre, sur 4 mois, si tu fais 4 mois de woofing, l'Australie va pas être d'accord. Par contre, c'est vrai que tu as toujours le risque de tomber sur un agent d'immigration en arrivant en Australie qui ne connaît pas toutes ces petites subtilités et qui va dire mais attendez, vous n'avez pas le droit de travailler, vous sortez. Donc, généralement, sur la petite feuille, quand on arrive en Australie, il demande quel est l'objectif principal du séjour. Tourisme, point. Et le mieux, c'est que ce soit vrai. Que tu fasses surtout du tourisme et un petit peu de volontariat. Comme ça, tu n'as menti à personne, tout va bien. On va te mettre un lien si c'est pas déjà fait sur tous les visas pour se rendre et en Australie pour voyager, travailler, faire des études, etc. Tu as toujours l'opportunité, oui, j'ai un petit peu du mal ce soir, excusez-moi, d'étudier en Australie. On a publié un article il y a peu de temps, peut-être il y a 1 mois, qu'on va vous mettre en lien, peut-être aussi. Et en fait, cet article-là, il détaille les différentes façons d'étudier en Australie. Ça peut être pour des cours d'anglais, mais même sur pas mal de mois, pour une formation professionnelle dans un domaine ou pour des études à la fac, ça c'est plus cher pour le coup. L'avantage de ces 3 types d'études, c'est qu'à côté de tes études, tu as le droit de travailler 20 heures par semaine et pendant les vacances scolaires à temps plein. Donc pour toi, ça pourrait être quelque chose d'intéressant si tu veux te former à un métier ou si tu veux prendre des cours d'anglais en te disant bon, je prends les cours d'anglais pas trop cher et puis ça me donne surtout la possibilité de travailler à côté de mes cours d'anglais à creuser. Voilà, donc le lien qu'on a fait, je crois que ça s'appelle Étudier en Australie, c'était il y a peu de temps qu'on l'a publié. Voilà. Quelqu'un nous demande bonjour, penses-tu que le PVT sera dispo en août? Alors, c'est vrai que les demandes de visa, là, elles sont faisables hein, pour l'Australie, mais on a eu des gens qui ont demandé leur visa en mai ou en juillet dernier et qui n'ont toujours pas eu. Donc, on ne sait pas quand le traitement des demandes va reprendre. J'imagine que s'ils font ça, c'est parce qu'ils ne savent pas quand les frontières vont rouvrir et que donc ils veulent éviter que vous ayez un visa, par exemple si les gens qui l'avaient demandé en mai ou en juillet avaient obtenu leur visa en mai ou en juillet, ça voudrait dire que si en mai ou en juillet l'Australie n'a pas rouvert, ce qui est certainement ce qui va arriver, ils auraient perdu leur visa et donc on rentre sur des aménagements qui ont été mis en place par l'Australie pour redemander ultérieurement un nouveau visa, mais disons que ça complique la vie de tout le monde. Donc j'imagine qu'ils ont mis ça en pause parce que pour le moment, c'est le flou complet. À voir quand va rouvrir la frontière australienne. J'ai pas de réponse à te donner. Pour le mois d'août, j'ai des doutes, en vrai. Il y a comment on appelle ça, le
le DG, ouais, de la compagnie Qantas, donc la compagnie nationale australienne qui a annoncé que les vols internationaux de la compagnie allaient reprendre en juillet. Donc là, on a tous espéré quelque chose et le gouvernement australien en la foulée a rapidement dit que les frontières australiennes rouvriraient quand le gouvernement le jugera utile et non pas quand Qantas le jugera utile. Sous-entendu, c'était un petit peu ça. Donc, c'est encore le flou. Honnêtement, en fonction du vaccin, de si l'Australie fait vacciner sa population, si nous on arrive un jour à être tous vaccinés aussi, si le vaccin permet de ne pas refiler le virus si on l'a, parce que ça c'est un gros point d'interrogation aujourd'hui. Il se peut que des gens vaccinés puissent encore être porteurs du virus et le donner. Si c'est le cas, si le virus ne permet pas d'éviter cette transmission, ça risque encore plus de durer malheureusement. Et on peut s'attendre à ce que ça tarde jusqu'à 2022. Là, je suis en train d'aborder ce qui est pour moi le pire scénario. Le pire scénario au début de la crise, c'était 2021. Maintenant, c'est 2022. J'espère que ça rouvrira avant, mais comptez pas trop dessus quand même. En tout cas, peut-être pas avant l'automne, quoi. Je sais pas. C'est tellement dur à savoir. On a tellement eu mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle que je suis plutôt négative sur ce coup. Mais ça se trouve, on va avoir une bonne nouvelle. Et en août, ce sera bon. Wait and see. On vous en dira plus dès qu'on en saura plus, bien évidemment. Donc là, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions qui ont été posées. Peut-être qu'on a fait le tour. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui vous viennent en last minute. Et puis sinon, si jamais vous avez une question qui vous revient, évidemment, c'est toujours comme ça, dans une demi-heure ou dans une heure. Demain à 18h, on est sur notre compte Instagram PVTiste avec un S à la fin pour un live questions-réponses sur toutes les questions qui vous passent par la tête. Donc voilà, n'hésitez pas à aller directement sur notre compte Instagram. Vous pouvez poser votre question en story parce qu'on commencera par les questions qui ont été posées en story et on terminera par celles qui sont posées en live. Il y a une petite question qui vient d'arriver. Donc il vaut mieux faire sa demande en juin, juillet que maintenant. Bah, en réalité, c'est vrai que les seules personnes à qui on suggère de demander le visa maintenant, c'est ceux qui vont avoir 31 ans pour les Belges et 36 ans pour les Français et les Canadiens, grosso modo. Parce que eux, ils sont vraiment à la dernière chance pour toute leur vie, en fait. Si vous avez 25 ans, 28 ans, 19 ans, bon, vous n'avez pas forcément grand intérêt de demander votre visa maintenant, mais pourquoi pas le demander maintenant, puisque de toute façon, ça n'a pas l'air d'être traité. Donc finalement, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est vrai que jusqu'ici, on disait que ça ne servait à rien. Oui, ça sert à rien, mais en même temps, pourquoi pas? Parce que ça voudrait dire que bah, votre demande, elle a été lancée. Le jour où ils vont reprendre le traitement, on ne sait pas trop en combien de temps ils vont traiter les demandes, puisqu'il y en aura sans doute beaucoup qui se seront accumulées. Donc peut-être que si vous voulez partir vite, une fois les frontières ouvertes, ça peut être pertinent de faire la demande maintenant. On ne sait jamais. Voilà. J'attends encore deux petites secondes pour voir s'il y a d'autres questions. En tout cas, j'espère que ça vous a été utile, les informations données ce soir. Je sais que c'était très dense. J'espère que c'était pas too much. Voilà, après, n'hésitez pas peut-être à le re-regarder dans quelques semaines ou quelques mois. Hein. Si ça ne rouvre pas tout de suite, vous aurez peut-être l'occasion de la revoir dans quelques mois sur YouTube. Et dans ce cas-là, voilà, découpez-la. C'était beaucoup trop d'infos. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions qui viennent, donc je vais vous laisser à votre soirée, à votre repas, à votre soirée, effectivement. Et puis je vous retrouve très rapidement sur Instagram, sur Facebook pour tout un tas de lives. Une fois de plus, comme je le disais dans le dernier live qu'on a fait, s'il y a quelque chose que vous aimeriez qu'on traite sur l'Australie, n'hésitez pas à mettre en commentaire une suggestion de prochain live. On essaye de varier les sujets, mais on n'est jamais contre des suggestions. Si on voit que c'est quelque chose qui peut intéresser pas mal de monde, on n'hésitera pas à vous le proposer en live dans les prochaines semaines. Voilà. Bon, bah, je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour vos questions. Merci beaucoup à Anne-Lise, une fois de plus, qui était là pour vous mettre les liens et me partager vos questions. Et je vous dis à bientôt. Bonne soirée à tous.